Bonjour, je suis Guillaume Vimenet, fondateur et auteur philosophe chez Autopoïès. Aujourd'hui, nous allons parler de la philosophie de la subversion de Diogène. Je vous propose donc de réfléchir à la question suivante. Pourquoi renverser toutes nos valeurs? Dès maintenant, likez, commentez et abonnez-vous à nos contenus. Je commence par une citation de Diogène. La science, les honneurs, les richesses sont de fausses richesses qu'il faut maîtriser. Pour être initié à la philosophie, la légende raconte que les candidats devaient promener un hareng au bout d'une ficelle dans les rues d'Athènes. Le cynique vit avec ses propres lois et doit défier celles de la société et faire fi du regard des autres. La provocation constitue un moyen cynique pour mettre à distance les normes sociales coercitives. De même, Diogène aurait tour à tour défendu le cannibalisme, comble de la barbarie pour les Grecs, l'inceste, la masturbation en public, l'homophagie, l'agression tant verbale que physique, avec le bâton pédagogique. Il combat ainsi toutes les obligations sociales, tenues comme allant de soi, par un relativisme culturel radical. Diogène lève les tabous, fustige les interdits, pourfend les consensus stériles, dévoile les faux-semblants et l'hypocrisie sociale. L'investissement dans ces mythologies factices détournerait l'homme de lui-même, faisant de lui un déchet. Le désir de plaire et de paraître sont des délires candides et stupides, une fiction des faibles. Rebelle, iconoclaste et effronté, Diogène promeut la résistance contre les afflictions du corps et les limitations du social. En cela, la désobéissance est une obligation de droit. Quel est le style du cynisme? Le cynisme antique se caractérise par un goût exacerbé pour la provocation. Antisthène, père fondateur de l'école cynique, était adepte du nudisme. Personnage caustique, cultivant sa différence, Diogène entretient également la volonté de choquer, notamment en faisant le contraire des prescriptions sociales, des usages courants. Vêtu d'un manteau sale et troué, de cheveux longs négligés, d'une barbe mal taillée, le style de Diogène fait abstraction de tout ornement. Ce style rapproche les cyniques de l'animalité. Minimalistes, les cyniques refusaient tout démonstratif, au niveau intellectuel comme au niveau social, au profit d'une ascèse extrême. Au niveau philosophique, le cynisme s'oppose à la philosophie platonicienne. Diogène critique vertement l'intellectualisme de Platon et de ses disciples. À cette pensée rhétorique et consensuelle, Diogène oppose une pratique dérangeante et inquiétante. À l'injonction de Socrate que nul n'entre ici s'il n'est pas géomètre, Diogène préfère demander à l'un des prétendants à l'entrée dans son école qu'il promène un hareng au bout d'une ficelle. Ce geste symbolique vise à défier le regard des autres, à se moquer des conventions, à prendre de la distance avec les valeurs communément admises. On raconte que quelqu'un voulait étudier la philosophie sous sa direction, et Diogène lui donna alors un hareng et le prie de le suivre. L'autre, tout honteux, jette le hareng et s'en va. Quelque temps après, Diogène le rencontre et lui dit, en éclatant de rire, « Un hareng a brisé notre amitié mutuelle. » Le style du cynisme se présente aussi dans les railleries et les moqueries. Le rire cynique est sans inhibition. Il s'agit de l'esclave à gorge déployée. Les moqueries visent à réveiller les esprits endormis, à lutter contre la bien-pensance. L'humour et le sarcasme sont mobilisés par les cyniques comme des techniques subversives servant à détruire un argument. L'ironie et les railleries visent à dévoiler l'indicible et l'invisible. Le style cynique se définit toujours par la provocation, l'outrance et la lutte. Le but est de combattre les valeurs établies, les injonctions normalisantes, les conformismes. Diogène est un moraliste et un artiste. Il crée le malaise chez ses concitoyens, suscite l'émoi par l'invective, voire l'insulte. Ce franc-parler constitue un certain art cynique, permettant d'acquérir une indépendance, dans le sens où il implique de faire abstraction de toute considération à l'égard des contraintes sociales. Alors, quelle est la différence entre une philosophie théorique, comme chez Platon, et une philosophie pratique, dont se revendique Diogène? La philosophie à coups de bâton de Diogène préfigure clairement celle de Nietzsche à coups de marteau. Mais Diogène insiste sur la pratique. Seuls les actes témoignent de l'émancipation de la raison sur les passions. Ainsi, il avait l'habitude de se masturber sur la place publique et ajouter « Si seulement je pouvais, en me frottant ainsi le ventre, mettre un terme à ma faim et à mes besoins. » Il répondit au paradoxe de Zénon sur le mouvement en se mettant tout simplement à marcher. Lorsqu'on l'interroge sur la manière d'éviter la tentation de la chair, Diogène aurait répondu en se masturbant. De même pour réfuter la théorie des idées platoniciennes. Diogène lâcha un P. Il s'agit d'une réfutation non dialectique, mais pratique. À la démonstration conceptuelle et dialectique, Diogène préfère la monstration sévère et punitive. Le cynique use donc moins des circonvolutions rhétoriques du langage
que de la provocation, la farce, voilà, voire la force pour atteindre son but. Le cynique pète, chie, pisse, se masturbe sur la place publique, devant les yeux de tout le monde sur le marché d'Athènes. Il méprise la gloire, se moque de l'architecture, ne respecte rien ni personne, parodie les histoires des dieux et des héros, mange de la viande et des légumes crus, dort au soleil, plaisante avec les filles de joie, et dit à Alexandre le Grand « ôte-toi de mon soleil ». Il arriva que Diogène appela des passants puis distribua des coups de bâton. Cela fait également partie du style du cynique. Diogène s'écria un jour « Ohé les hommes !» Des gens s'assemblèrent aussitôt, mais Diogène les toucha du bâton en disant « J'ai demandé des hommes, pas des déchets ». Diogène peut aller jusqu'à se moquer, user du sarcasme, taper, voire même mordre. Ces violences pédagogiques ont pour objet d'éduquer et corriger. Tout cela souligne l'opposition du cynique aux convenances, aux bienséances, aux pratiques usuelles, aux règles normatives. Sa défense de l'inceste et de l'anthropophagie provient de cette nécessité d'interpeller, de secouer son auditoire. Ce refus de l'ordre établi s'observe évidemment dans sa célèbre rencontre avec Alexandre le Grand. Ce dernier, venu aimablement demander à Diogène s'il pouvait l'aider, se vit ainsi apostrophé. Alexandre demanda « Demande-moi ce que tu veux, je te le donnerai ». Diogène répondit « Ôte-toi de mon soleil ». Alexandre renchérit « N'as-tu pas peur de moi ?» Diogène lui répond « Qu'es-tu donc, un bien ou un mal ?» Alexandre répondit « Un bien ». Et Diogène de lui répondre « Qui donc pourrait craindre le bien ?» De nombreux témoignages attestent du mépris des cyniques pour le pouvoir et les richesses. Diogène s'attaque à de nombreuses valeurs du monde grec, en admettant la liberté sexuelle, l'égalité entre hommes et femmes, l'indifférence à la sépulture, l'autosuffisance. Diogène n'a aucun maître. Il est à lui-même sa propre loi et se fixe ses propres normes. Comment se caractérise le projet cynique de renversement des valeurs? Les mathématiciens étudient le soleil et la lune et oublient ce qu'ils ont sous les pieds. C'est une citation de Diogène. La philosophie pratique de ce dernier a pour but de renverser les valeurs et les conventions sociales. Dans cette attitude d'opposition, Diogène trouve un principe d'indépendance. La liberté chez Diogène dépend moins du statut que de l'attitude. Le style cynique permet d'être libre en toutes circonstances. L'esclave est celui qui prend les règles sociales et les lois communes comme allant de soi. Un jour, la légende raconte que Diogène, capturé par des pirates, fut vendu comme esclave à Corinthe, sur un marché. Ménippe raconte ainsi que le philosophe prisonnier se vit demander ce qu'il savait faire. Et Diogène répondit alors « Commandez des hommes ». Quelqu'un veut-il s'acheter un maître? À Xéniade, qu'il avait acheté pour devenir le précepteur de ses fils, Diogène lui indiqua qu'il devait lui obéir, même s'il était son esclave. En s'autoproclamant maître, malgré son statut d'esclave, Diogène parvint à renverser les représentations de son temps, à déconstruire les a priori. Certains hommes libres en apparence sont des esclaves, car ils vivent sous le joug des contraintes sociales. A contrario, certains esclaves jouissent d'une véritable liberté, en vertu de leur attitude. Cela renvoie à la recherche de Diogène sur l'identité véritable de l'homme. Dans les rues d'Athènes, Diogène, lanterne à la main en plein jour, cherche un homme, mais il n'en trouve aucun, du moins un homme digne de ce nom. L'être humain doit être guidé par la raison et la liberté, et non la passion et la soumission. Si la domination de la raison sur les passions garantit la liberté, l'inverse mène tout droit à la servitude. La vie naturelle repose alors sur la domination de la raison, à l'endroit des passions. Dans le Gai Savoir, Nietzsche a réinventé le mythe de la lanterne. Dans la version nietzschéenne, un homme insensé ou forcené se précipite sur une place publique pour annoncer que Dieu est mort. Je vous cite ce passage. « Dieu est mort, Dieu reste mort, et c'est nous qui l'avons tué. Comment nous consoler, nous, les meurtriers des meurtriers? Ce que le monde a possédé jusqu'à présent de plus sacré et de plus puissant a perdu son sang sous notre couteau. Qui nous lavera de ce sang? Avec quelle eau pourrions-nous nous purifier? Quelle expiation, quel jeu sacré serons-nous forcés d'inventer? La grandeur de cet acte n'est-elle pas trop grande pour nous? Ne sommes-nous pas forcés de devenir nous-mêmes des dieux simplement, ne fût-ce que pour paraître dignes d'eux? La mort de Dieu renvoie à la fin d'un conditionnement du corps, qui doit mener à une réévaluation des valeurs et au rejet des représentations transcendantales dominantes, chrétiennes comme platoniciennes. Néanmoins, la plupart des hommes restent enchaînés et ne peuvent pas prendre conscience de la place vide qui demeure au ciel. Nietzsche admirait Diogène pour avoir obstinément adhéré à l'instant présent, pour s'en tenir à l'immanence, au monde physique. Cette philosophie s'exprime parfaitement dans l'image du corps et de la mort chez Diogène. Comment Diogène est-il mort? Le programme d'entraînement psychique et physique du cynisme prévoit deux choses. Premièrement, de s'affranchir des normes et de la honte sociale.
Diogène s'exerçait à essuyer des refus en demandant l'aumône à des statues, demandait à ses élèves de promener un hareng au bout d'une ficelle. Deuxièmement, il faut se libérer des passions et des pulsions corporelles, en se masturbant et mangeant sur la place publique, en défiant la peur de la mort, en se moquant des rites funéraires. Philosopher avec Diogène, c'est également apprendre à mourir, accepter la finitude et le déclin. Diogène s'oppose aux sépultures et se moque de son destin après sa mort. D'après Diogène, pour bien vivre, il faut disposer d'une raison droite ou d'une corde pour se pendre. Le détachement cynique par rapport au monde extérieur, avec l'absence de crainte vis-à-vis de la mort. Le seul moyen d'assurer la liberté, c'est d'être prêt à mourir. Dépasser la peur de la mort libérera de facto l'individu. De là, on peut observer une tradition du suicide chez les cyniques. En phase avec le monde pré-prométhéen, un récit raconte que Diogène a succombé à l'âge de 83 ans, à la gestion d'un poulpe cru. Alors que Diogène prodiguait une alimentation minimaliste, avec des aliments crus, cette légende vient discréditer le monde de vie cynique, et par là sa philosophie. D'autres récits de sa mort, survenus à Athènes en 323 avant notre ère, se sont diffusés. Morsure de chien, asphyxie volontaire. Ces versions légendaires de la mort de l'illustre Diogène renforcent l'idée selon laquelle celui-ci est mort comme il a vécu, d'une manière décapante et subversive. Il refusait toute sépulture et demanda à être enterré comme un chien. Diogène souhaitait qu'après sa mort, son corps soit jeté à la voirie. Pourtant, ses fidèles adeptes lui offrirent un tombeau, placé sur une colonne surmontée d'un chien en marbre de Paros, indiquant « Même le bronze subit le vieillissement du temps. Ta renommée, Diogène, l'éternité ne la détruira point. Car toi seul as montré aux mortels la gloire d'une vie indépendante et le sentier de l'existence heureuse le plus facile à parcourir. » Le projet cynique est celui d'un renversement des valeurs. Pour Diogène, la philosophie doit être dérangeante. Créer le scandale fait partie de l'activité philosophique de plein droit. La seule façon éthique de vivre en ce bas monde, c'est en dehors des règles. Personnage antipathique et anti-intellectuel, mais tellement conceptuel, la force de Diogène est d'habiter en chacun de nous pour attiser la flamme toujours évanescente de l'indépendance et de l'autarcie, au fond de la création de soi. En s'attachant à rien, les cyniques se placent au-dessus de tout. Les propos rapportés par Plutarque, Alexandre aurait un jour avoué « Si je n'étais pas Alexandre, je voudrais être Diogène. » Je crois que nous avons tous en nous une part de Diogène.